Bon, je vois que vous êtes nombreux et ponctuels, donc on va peut-être pas trop tarder de commencer puisqu'on a un programme finalement assez dense pour ces 2 prochaines heures. Mais déjà, je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui. Donc, on est sur un événement donc organisé par l'École d'affaires publiques de Sciences Po. Il nous paraissait important en fait de profiter du mois de l'innovation publique pour aborder la question de la formation à l'innovation publique et aussi de la place en fait des jeunes dans la transformation publique. Parce qu'on a le sentiment que voilà, dans cette période de crise, l'enseignement supérieur, de façon très générale, a aussi un rôle à jouer dans la préparation de cette future génération des acteurs du bien commun. Et c'est ce dont on voulait parler avec vous ce soir. Juste pour vous spécifier avant tout que donc la séance est enregistrée mais pas ce qu'il y a sur le chat. Donc, sentez-vous absolument libre de poser vos questions, d'interagir pour les intervenants, etc. Juste un petit mot sur comment ça va se dérouler. Donc, on a la très grande chance d'avoir un mot d'introduction par Thierry Lambert, donc le délégué interministériel à la transformation publique et donc en somme le grand patron de ce mois de l'innovation publique. Donc, on est vraiment très honorés de vous avoir ce soir. On a la Euh, star de cette semaine-là, de ce mois. voilà. Yann Algan, donc, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est le doyen de l'École d'affaires publiques. Frédéric Pain, que je ne vois pas, si je la vois, qui est directrice de l'ENSI. Asineta Serban, qui est responsable innovation secteur public chez AWS. Et donc, on aura la table ronde. Ensuite, les présentations des groupes projets des étudiants de Sciences Po et de l'ENSI. Et à la fin, on essaiera d'avoir des sortes de stands virtuels, en fait, comme si on avait fait ça en mode dans une salle sans du coup le pot qui rendrait la chose un peu plus conviviale. Mais on essaiera quand même de recréer ces petits moments d'échanges plus informels à la fin de cette session. Et juste avant, parce que ça pourra quand même nous donner une idée, parce que vous êtes assez nombreux là déjà, on voulait juste vous demander un peu quels étaient vos profils. Si vous étiez d'étudiants, enseignants, agents publics, acteurs de la transfo publique hors service public, ou bon, voilà, enfin, curieux de ces sujets-là, ça pourra peut-être nous aider aussi dans les débats de savoir un peu vos profils. Donc, juste avant de passer la parole à Monsieur Lambert, si vous pouvez prendre une petite seconde pour remplir ceci. Une grosse majorité d'étudiants. J'espère que vous allez postuler pour participer à l'incubateur de politique publique au prochain semestre, si vous êtes là ce soir. Ok. Quand même presque 10% d'agents publics aussi. Super. Alors, je propose que, Monsieur Lambert, si ça vous va, on vous laisse la parole pour ce mot d'ouverture. Bonjour, écoutez, je vous remercie beaucoup de cette invitation, en particulier toi, Yann, je suis très heureux d'être chez toi parce que tu es plus souvent chez nous. À Oui, vrai dire, tu as fait partie vraiment de l'équipe cœur qui nous a aidé à construire notre vision et notre programme et puis aussi à le financer. Tu continues à être très impliqué dans le choix de nos financements de projets qu'on veut accélérer. Et je profite devant tes élèves pour te remercier de tout ce que merci. tu fais pour nous et de cette relation très riche et très inspirante. Alors, la DITP, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être je fais un petit peu de réclame, comme on disait quand j'étais jeune, pour dire ce que c'est. La DITP, c'est à la fois l'unité de pilotage du programme de transformation publique et des réformes prioritaires. Alors, on vous appelle parfois la Delivery Unit, parce qu'on est là pour qu'on aille au dernier kilomètre. Et le président de la République, en particulier, est très attaché. C'est très important pour ce que je vous dirai après. Nous sommes aussi la direction de l'expérience usagée. Alors, on parlait avant de direction de relations usagées, mais comme
quand même évolué avec tout le monde pour comprendre que c'était pas seulement organiser une relation de qualité, c'est une relation aussi qui est simple, qui est plus complexe, qui crée de la confiance. Et Yann, tu vois très bien ce que je veux dire. Nous sommes la direction de la simplification administrative également. Alors c'est quelque chose qui sonne un peu vieux, mais qui est en réalité quelque chose de très important que nous continuons à porter. J'étais ce matin en visite à la CAF de Chartres pour ouvrir une nouvelle charte des services publics pendant la période de crise. Parce que les services publics s'engagent beaucoup pour continuer leur activité. Et c'est vrai que rien que le contact avec les usagers, malgré les efforts des agents, montre qu'il y a encore tellement à faire pour avoir une expérience plus simple et plus lean. Et puis nous sommes aussi la direction de l'innovation publique. On est là pour aller capter les idées. Et c'est vrai que j'aimerais d'ailleurs qu'on soit beaucoup plus en contact avec la recherche, en contact avec les universités, les écoles, avec Sciences Po bien entendu, pour continuer à avoir ces idées qui naissent et qui peuvent inspirer les programmes de demain. Donc on a aussi, on drive beaucoup, mais on a aussi une équipe d'experts qui est là pour aider les autres, parce que il s'agit pas seulement de dire il y a qu'à faire, il faut aussi aider les autres à progresser. Donc on a une équipe d'experts qui est à la disposition de toutes les administrations pour aider à avancer sur nos différents points. Alors notre objectif est assez simple, c'est une action publique plus simple, plus proche, plus efficace. Et pour ça, nous avons deux piliers, c'est mettre l'usager au cœur de l'action publique, et c'est plutôt ça que je vais commenter tout à l'heure, et puis aussi libérer l'énergie publique. On l'a vu pendant la crise. Ce qui fait fonctionner le service public, le moteur de l'action, c'est le sens, c'est l'engagement. Et face à la complexité à laquelle nous faisons face, les injonctions contradictoires, c'est en donnant plus de pouvoir aux agents de contact, en leur donnant plus de marge de manœuvre, plus de capacité d'initiative. Et comme on est proche du terrain, la capacité de prendre plus de risques, qu'on va réussir également à progresser beaucoup plus vite et à faire face à cette complexité de manière plus efficace. On l'a vu pendant la crise et on a convaincu qu'il faut continuer à travailler vers plus d'autonomie et plus de collaboration entre acteurs publics de manière plus structurée pour avancer. Et puis bien entendu, la symétrie des attentions, et je sais là aussi que Yann, tu es très attaché à ce point, qui est de faire en sorte qu'on donne aux agents publics la confiance qu'on leur demande de donner aux usagers, qu'on donne aux agents publics le droit à l'erreur qu'on leur demande d'accorder aux usagers. Et ça aussi, on a beaucoup de choses à faire dans la fonction publique pour avancer. Alors, moi, je voudrais juste profiter de ce moment pour commenter un point qui est qu'on veut, dans tout ce programme, il y a plein d'actions, bien entendu, pour servir tous ces objectifs. Il y en a un qui concerne plus particulièrement le terme le sujet de ce soir, c'est qu'il nous faut concevoir l'action publique autrement. Il faut concevoir une action publique, non pas conforme à la hiérarchie des normes, que l'on connaît bien et qu'on enseigne beaucoup, mais au contraire, partir du terrain, partir de l'usager, partir de l'expérience, partir de l'agent, partir de ce dernier kilomètre pour concevoir l'action publique autrement. Ça veut dire beaucoup moins de normes et plus d'humains, plus d'incentives, plus de considération pour ce qui marche vraiment. Non pas croire que parce qu'on a fait une loi, elle s'applique. En réalité, à la DITP, nous faisons des missions tous les jours pour constater que la loi n'est pas appliquée, non pas parce que les gens sont de mauvaise volonté, mais parce que ça a été mal conçu, parce que c'est parti du haut et qu'on n'a pas écouté les agents, qu'on n'a pas écouté les usagers, qu'on les a pas consultés et que du coup, en fait, on ne rencontre pas le besoin ou on n'a pas le mode opératoire ou le mode opérationnel pour faire en sorte qu'on atteigne ce dernier kilomètre. C'est pour ça que on a considéré, nous, qu'il fallait pousser la frugalité normative, une frugalité normative qui doit nous permettre d'abord de réduire nos coûts, parce que le coût de la complexité normative est très forte en France. L'OCDE l'a évalué il y a quelques années à 3% du PIB, ce qui est quand même énorme, et on parle de plan de relance, la compétitivité administrative de la France n'est pas parmi les meilleures. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour réduire la charge administrative dans tous les domaines, mais c'est aussi la question des marges de manœuvre. Il ne faut pas vouloir corseter l'ensemble de l'action publique par de la norme, il faut au contraire laisser des marges de manœuvre, il faut laisser les agents de terrain pouvoir bouger un petit peu pour ensemble trouver la solution qui va réconcilier toutes les injonctions et cette complexité qu'on voit sur le terrain. Si on veut tout régler de Paris par des normes, par des arrêtés,
par des procédures, par des KPI, ben, à la complexité, on ajoute beaucoup de complications internes et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Alors, c'est pas propre à l'État parce qu'on voit exactement la même chose dans les entreprises, mais c'est aussi ce qui se passe dans l'État, dans notre modèle bureaucratique qui doit effectivement évoluer. Mais à la place, nous, ce que nous poussons, bien entendu, à la DITP, et ce qui est vraiment le thème que vous développerez ce soir, c'est d'innover dans la façon de concevoir cette action en poussant des méthodes nouvelles. Comme je l'ai dit, en partant, ce que je dirais peut-être une démarche inversée, non pas partir du haut vers le bas, mais de partir de l'expérience de l'usager, de partir de la façon dont travaillent les gens, en comprenant bien comment ça fonctionne. Et bien entendu, vous voyez où je veux en venir, il faut développer le design thinking. Le design est quelque chose d'assez répandu. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à le déployer plus vite dans l'État. Bah, si, on le sait. C'est qu'en fait, beaucoup de gens ne le comprennent pas ou considèrent que c'est quelque chose qui relève d'artistes ou bien de la Silicon Valley, mais qui ne concerne pas du tout l'action publique. Bah si, ça concerne l'action publique. Et dès qu'on l'utilise, on voit qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, il faut qu'on pousse absolument le design. Il faut qu'on pousse la co-construction. C'est avec les agents, c'est avec les usagers qu'on trouve les meilleures solutions. Parce que c'est là où on comprend réellement comment ça fonctionne, what works. Et je pense que c'est frappant hein, quand on traverse les sphères administratives de s'apercevoir que ce n'est pas assez pris en compte. Et pourtant, le gouvernement l'a annoncé, on a rendu obligatoire la participation citoyenne, qui est encore autre chose, mais qui est un mode aussi d'intermédiation. Mais sur cette co-construction, nous n'allons pas laisser loin et encore une fois, en réfléchissant aux futurs agendas du comité interministériel de transformation publique, on veut encore pousser cette co-construction. Et puis, un thème aussi très cher à toi, Yann, c'est les sciences comportementales. Je pense que nous avons investi dans une équipe à la DITP pour commencer à créer une petite équipe à partir de laquelle on essaie d'essaimer dans l'ensemble de l'administration les sciences comportementales qui, alors souvent, sont mal comprises. On cite le nudge, on essaie parfois de dévaloriser en croyant qu'on essaie de manipuler. Non, pour moi, les sciences comportementales, c'est remettre l'humain fondamentalement au cœur de la conception de l'action publique, de le prendre en compte pour qu'elle soit efficace. Et je pense que ça, on ne le fait pas assez. Encore une fois, cette hypertrophie de la norme et la faible place qui est donnée à l'humain dans la façon dont nous avons eu l'habitude de concevoir l'action publique conduit effectivement à son inefficacité. Donc, nous sommes en transformation, vous l'avez compris, et là, on compte effectivement sur ces jeunes générations, Madame Douard, que vous venez de commenter. Oui, on a besoin que vous vous formiez, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là ce soir et de soutenir peut-être plus encore demain cet incubateur. C'est qu'il faut que vous, les cadres dirigeants de demain, vous qui allez, avant d'être des grands chefs, aussi passer dans des postes intermédiaires, vous puissiez arriver de cette expérience, non pas seulement fort en normes, fort en sciences politiques, mais fort dans la conception intime, parce que vous l'aurez fait, d'une conception de l'action publique demain et de sa mise en œuvre qui sera davantage conçue grâce à ces outils et mise en œuvre grâce à ces outils, plutôt que de se reposer uniquement sur des lois et des décrets qui, bien entendu, ne répondent pas en eux-mêmes aux besoins des Français. Donc voilà les petits mots que je voulais dire. On compte sur vous. On vous attend pour quand vous entrerez dans l'administration avec tout ce que vous aurez appris. Et il y a des choses fantastiques à faire. Je crois que moi-même, j'ai été 12 ans dans le privé. Je viens de revenir dans le public. Je trouve qu'il y a des défis fantastiques et tous les jeunes que nous recrutons arrivent avec une énergie, une pêche et une envie de changer le monde qui a une grande force transformatrice. Faites partie de cela. Je vois que Meryl, d'ailleurs, nous écoute. Elle a fait partie de ceux qui sont venus un temps passer chez nous. Venez en stage, venez travailler chez nous. On sera très heureux de vous accueillir. Donc, merci Yann, et bonne session. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement et pour cette introduction à l'innovation publique
pour les étudiants. Je crois que ça fait la parfaite transition en fait avec notre sujet de table ronde qui était du coup pourquoi, on l'a bien compris dans votre propos finalement, et comment former les étudiants à l'innovation publique. Et du coup peut-être, alors je ne vois plus Yann, mais il est parti. Je ne le vois plus. Il est parti pile poil au moment où je voulais lui donner la parole. Merveilleux. Non, mais du coup, et je vois que par contre, Asineta et Frédéric sont bien là. En tout cas, je voulais vous faire réagir sur les propos de Monsieur Lambert et aussi, enfin, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais il y a eu un article dans Le Monde qui titrait que voilà, être fonctionnaire et la fonction publique, c'était un métier qui n'attirait plus la jeunesse. Mais en tout cas, nous, à l'école d'affaires publiques, et quand Yann reviendra, il pourra voilà, dire pourquoi. Mais ça paraît finalement assez loin de la réalité qu'on observe à l'école d'affaires publiques. Mais j'imagine que Frédéric pourra aussi dire un mot sur ce qui se passe à l'ENSI là-dessus, parce qu'on voit que les étudiants, finalement, sont de plus en plus désireux de contribuer à la transformation publique. Et donc, peut-être Frédéric, là-dessus, sur la réaction un peu à ça, vous pouvez nous en dire un mot de votre point de vue de directrice de l'ENSI. Déjà, je voudrais remercier Thierry Lambert parce que j'ai bu du petit lait en fait. et vraiment, je voudrais saluer que ces initiatives-là qui ont démarré il y a quoi, 2017 maintenant, hein, cette affirmation de la DITP de réinventer le modèle de conduite des politiques publiques avec des méthodes centrées. Je vous reprends, hein, je vous cite parce que l'écoute des usagers, la co-construction, les sciences comportementales et le design, eh bien, je tiens quand même à saluer que cette posture à la fois exceptionnelle, disruptive, inattendue dans le paysage d'une institution comme celle des ministères, évidemment, puisqu'on est là-dessus, vous place quand même, il faut bien le citer, vous place beaucoup mieux que n'importe quelle entreprise qui n'y arrive pas aujourd'hui, hein, quand même. Comme vous venez du fait que vous veniez du privé. Et c'est vrai, on peine encore vous l'avez dit, hein, à pousser le design, à comprendre que le design, c'est pas que faire de l'objet, que c'est effectivement on peine encore à expliquer nos méthodes de travail, à les intégrer, à acculturer sur ces sujets-là. Donc, je rebondis sur ce point-là en disant qu'on est, moi, je suis particulièrement ravie de cette collaboration qu'on a avec vous. Merci pour l'accueil à Sciences Po. Je ne me sens pas à Sciences Po, là, évidemment, hein, puisque je suis à l'ENSI, donc on n'est pas très tangibilisé en ce moment au niveau du site, mais le cœur y est. Et en fait, cette impulsion que vous avez lancée il y a quelques années maintenant, elle est très vraie, elle continue à être très vraie, on continue à l'articuler dans les écoles. Et puis, grâce à ça, cette impulsion a donné naissance à la chaire innovation publique avec l'ENA, avec l'ENSI. Et puis maintenant, on est ravis de cette collaboration avec Sciences Po et l'École Polytechnique. Et donc là, l'autoroute des possibles est maintenant carrément ouverte. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Pour rebondir sur le titre de cette soirée, j'ai vu qu'il y avait un titre en disant comment aider les jeunes à s'intégrer dans ces dimensions de la politique publique et à s'investir là-dedans. Je crois qu'on n'a pas besoin de les aider en fait, hein, les jeunes. Je crois que c'est eux qui nous poussent un peu à la porte en disant quand est-ce que vous calibrez des sujets à l'intérieur de l'école pour qu'on puisse s'enclencher là-dessus de façon efficace et pérenne. Donc, on est vraiment, il y a de l'appétence vraiment de ces sujets-là à l'intérieur, en tous les cas, de notre école. Et je pense que Léa vient de le confirmer. Il y a une vraie volonté de se structurer autour de ces sujets-là depuis quelques années. Et effectivement, l'ENSI et le design, puisque le champ du design investigue ces terrains-là depuis quelques années maintenant, qui vient effectivement de l'univers de ce qu'on appelle le design for debate, hein, le critical design, où là, effectivement, au fur et à mesure de la montée en puissance du design, on a vu que les outils qu'utilisait le design, c'était aussi des outils d'engagement. Comme vous l'avez cité, hein, je reprends vos termes, hein, engagement et il y a un autre terme que vous avez utilisé, qui permet effectivement d'engager, non seulement de produire une offre qui fait sens, mais aussi d'engager les gens qui vont aller accompagner cette offre. Et donc, des outils de mise en action.
Et aujourd'hui, dans les offres d'innovation publique, on a besoin de ces outils de mise en action parce qu'on va travailler avec des gens, en fait. Et ces gens, on ne peut pas les mettre dans des cases, c'est compliqué. Les politiques citoyennes, c'est compliqué à identifier. Donc, effectivement, il faut des outils d'engagement et ça passera aussi par les agents qui vont les mettre en place. Et ça, c'est de plus en plus aussi ce qu'on demande au design, hein, c'est de remonter dans la chaîne de production et pas que d'être au bout de chaîne en disant on va produire avec vous, puis il y aura une offre et puis débrouillez-vous. Non, on remonte en disant les acteurs qui vont permettre cette production, ils doivent être aussi engagés dans cette production. Et donc, effectivement, les designers ont toujours eu des outils pour ça. Et on parle du design thinking, on a discuté avec Léa, je ne sais plus, hier ou tout à l'heure, je ne me souviens plus, sur le fait que, oui, on va faire des séances de créativité, certes. Certes, on va utiliser des outils que les agents n'ont pas l'habitude d'utiliser. Mais pourquoi on les utilise? C'est pour une montée en compétence sur des capacités et de passer dans le domaine du possible et dire moi aussi, je peux être en action. Moi aussi, avec ce type de méthode, je vais pouvoir être en action, je vais être plus proche des cibles que je vise, etc. Et donc, le designer accompagne aussi cette transformation dans les agents publics. J'ai pris la parole à Yann, hein, du coup, vous n'étiez pas là, donc, mais je peux arrêter de donner la parole à Yann. Parce que là, du coup, je suis part, moi, on me donne la parole. Non, mais c'était un peu une question ouverte. C'est très bien parti. Je ne sais pas, Léa, comment vous voulez procéder, parce que je peux… Oui, non, mais c'était une question ouverte suite aux propos de Thierry Lambert. Donc, Yann, comme vous êtes de retour, c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit pour le moment, la question aussi de cette table ronde, c'était quel est le rôle aussi de l'enseignement supérieur, de l'université de façon générale, parce qu'en fait, quelque part, comme le disait aussi Frédéric, on voit que le coût est déjà parti, en fait. Enfin, on voit que ça soit au niveau des étudiants, avec le manifeste qui a été produit dans le cadre de Futur Public, avec les ambassadeurs étudiants de différentes écoles sur le service public de demain, ou les jeunes agents publics, comme dans l'association Fonction publique du 21e siècle, FP 21. Enfin, il y a déjà en fait des mouvements comme ça, plus ou moins associatifs, collectifs, qui se structurent déjà. On voit qu'il y a cette envie de sens et de contribution. Et donc, du coup, comment l'université, comment l'enseignement supérieur soutient et outille ce mouvement finalement? Quel est son rôle là-dedans? Merci Léa, et je suis désolé d'avoir été déconnecté. C'est une vaste question. Je promets d'y répondre, mais est-ce que je peux juste dire quelques mots de remerciement à tout le monde pour ce soir? Déjà, vraiment remercier Thierry. Vraiment, tu fais des choses extraordinaires avec la DITP. La DITP est au cœur de la transformation publique. On sait que la tâche était pas facile. Lorsque la DITP a été inaugurée au moment de la présidence d'Emmanuel Macron, il y avait quand même beaucoup d'embûches, il n'y avait pas nécessairement une maturité nécessaire dans l'administration, et petit à petit, pourtant Dieu sait les difficultés de l'interministériel, vous avez petit à petit infusé quand même vraiment des vraies nouvelles pratiques, des pratiques de proximité, des pratiques d'efficacité, de simplicité, de co-construction, qui sont quand même vraiment remarquables. Donc, je pense que vous avez tous beaucoup de nuits blanches à la DITP, mais on vous doit vraiment beaucoup de réalisations et qui sont en plus maintenant tangibles. Donc, je pense que là-dessus, il y a maintenant un vrai capital. Ce sera très difficile de revenir en arrière. Et donc, vous avez vraiment lancé un mouvement absolument extraordinaire. Et on l'a vu à plein d'événements. On reviendra, certains étudiants présenteront des projets, que ce soit avec Service Plus ou alors Smart Cible, sur des problématiques au lendemain des Gilets jaunes, à quel point on avait besoin justement de rapprocher les citoyens des services publics. Et là, vous êtes vraiment au cœur du dispositif. Donc, merci vraiment pour tout ce que vous faites. Et en plus, c'est toujours un bonheur de venir à la DITP parce que c'est une vraie petite ruche. On revoit maintenant beaucoup d'étudiants de Sciences Po, mais de voir vous tous, étudiants qui êtes là, qui êtes capables maintenant d'avoir une vision transverse sur les sciences comportementales, le design, la transformation, l'innovation, l'idéation, la mise en œuvre et des capacités aussi numériques, c'est quand même extraordinaire. Je voudrais aussi vraiment remercier tout d'abord Frédéric avec le partenariat avec l'ENSI, parce que
Ça a été, donc c'est un partenariat nouveau, mais qui a permis vraiment une montée en gamme. Lorsqu'on a vu nos étudiants écarquiller un peu les yeux, faut le dire, après vous nous direz un peu en off ce que vous en pensez, hein, d'accord, à tous, étudiantes et étudiants, mais au départ, on semblait que vous n'étiez pas nécessairement dans vos bons couloirs de nage. Hein. Il y avait ceux qui étaient au crawl, la brasse, il y avait aussi un peu de papillon, et puis vous vous êtes mélangés avec vraiment une appropriation des techniques qui était absolument extraordinaire. Je remercie aussi vraiment Acineta et le support d'AWS dans le partenariat qu'on a eu sur le Cloud Innovation Center sur un certain nombre de projets. On a vu quand même vraiment un développement, une maîtrise technique, technologique et une maturité qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas faire déshonneur, bien sûr, au projet passé, mais on sait à quel point vraiment Acineta, grâce à ton accompagnement et puis à l'appui d'AWS, il y a eu vraiment une montée en puissance de certains projets qui vont être présentés ici, qui sont vraiment remarquables. J'aimerais aussi remercier, et je vous promets, je ne vais pas être trop long, mais c'est quand même vraiment très important parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes fées autour de vous. Bien sûr, l'équipe avec Léa, avec Sandra, avec Cécile Marcarian, je vois aussi Anne Solène. À l'ENSI, je vois aussi qu'il y a quand même Olivier qui est connecté aussi. Il y a aussi plein de bonnes fées avec des agents publics qui sont là, et je remercie aussi, je vois Mathilde Bras qui nous suit, donc il y a quand même aussi tout un écosystème autour d'acteurs publics, d'agents publics, d'associations et du monde universitaire, qui est justement la clé de la réussite. Et c'est justement le but de l'incubateur au départ, lorsqu'on l'a lancé, c'était de pouvoir aligner ces différents acteurs qui puissent se nourrir les uns des autres. Alors, et j'aimerais, pour terminer, vraiment remercier aussi les étudiantes et les étudiants parce que vous avez vraiment joué le jeu et vous allez montrer avec les projets ce soir qu'il y a quand même maintenant une capacité, pas uniquement à pouvoir justement travailler sur le bien commun, sur l'intérêt général d'un point de vue théorique, mais d'apporter des solutions concrètes qui sont absolument essentielles. Alors, moi, comment est-ce que je vois, pour répondre maintenant, au bout d'un quart d'heure, pardonne-moi Léa, à la question, j'aimerais tout d'abord dire que c'était une mission essentielle. Je vous rappelle, Sciences Po existe maintenant depuis un siècle et demi, a été créé dans des situations particulières pour réfléchir à la formation des élites. On n'appellerait peut-être plus maintenant ce terme d'élite ou même d'expert, mais en tout cas, on sait que on est à nouveau dans une situation de très grande défiance vis-à-vis des personnes qui vont être en charge de prendre des responsabilités et des décisions. Or, ces personnes, c'est vous, mes chers étudiantes et étudiants, vous allez être à devoir proposer en tout cas des solutions qui de la confiance entre vous et l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et vous en êtes beaucoup plus persuadés et convaincus que nous. Hein. Vous êtes venus de toute façon dans ce type de formation justement pour porter ce message et cette ambition. Donc, mettre en place un dispositif d'incubateur qui permette vraiment de développer des solutions concrètes, efficaces, innovantes, proches du citoyen et de l'usager, c'était absolument essentiel. Être capable aussi de les co-construire avec l'ensemble des acteurs, c'était quelque chose d'essentiel. Donc, voilà pourquoi un établissement supérieur a un rôle, mais extrêmement important. C'est bien sûr pas le seul à porter cette ambition, mais il a un rôle fondamental pour la transformation des politiques publiques et je dirais même pour recréer de la confiance au sein de nos sociétés. Ce n'est pas juste une question de formation. On est en train de parler ici d'un vrai enjeu civilisationnel dans une période de crise, d'incertitude, où les institutions ont été très souvent défaillantes vis-à-vis des attentes des citoyens et donc il faut y répondre maintenant différemment. Et c'est vraiment le but à notre vraiment petite échelle. Alors, est-ce qu'on y répond parfaitement? Les étudiantes et les étudiants vont apporter leur réponse. Moi, je tiens juste à souligner un point, et c'est là où j'aimerais à nouveau souligner mes remerciements à l'ensemble des acteurs et des faits qui se sont portés sur ce type d'initiative. C'est que inventer des méthodes d'innovation publique, ce n'est pas quelque chose de si évident que cela. On a eu
tout de suite au départ un peu des méthodes en disant on va mettre des post-it ou le design se résume à telle méthode de management, on voit bien que créer un vrai parcours, un parcours construit avec toutes les étapes, embarquant du consensus, de la négociation, de l'adhésion du côté des citoyens, ça nécessite vraiment un outillage théorique, un outillage aussi pratique, des compétences professionnelles qui nécessitent justement des universités supérieures comme Sciences Po s'allient avec d'autres universités, donc typiquement avec l'ENSI, avec dans le cadre de la chaire innovation publique avec d'autres écoles, s'allient aussi avec des acteurs majeurs du tech et du cloud lorsque les compétences sont aussi développées. Donc on a besoin d'acteurs aussi comme AWS. On a aussi bien sûr besoin d'être au cœur de l'articulation avec des acteurs publics, des mairies, des territoires, et vous verrez que beaucoup de projets sont des projets développés dans les territoires. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ça nous a mis du temps pour construire cette nouvelle version de l'incubateur, mais c'était vraiment, je pense, une ambition absolument fondamentale pour renouveler pour l'ensemble des générations les politiques publiques et la confiance dans nos sociétés. Mais du coup, je fais le lien entre ce que vous venez d'évoquer sur le côté un peu interdisciplinaire et le besoin aussi de retrouver une vision un peu systémique entre les différents acteurs engagés dans ce mouvement pour donner la parole à Asineta. C'est vrai que vous avez l'occasion de travailler plutôt avec des profils tech. Les initiatives portées par des universités que vous accompagnez à travers le monde, c'est plutôt des écoles d'ingénieurs. Là, du coup, quels sont les principaux apprentissages que vous avez tirés de cette expérience de suivi d'étudiants qui, a priori, ne sont pas en fait des étudiants qui ont un profil technique à la base? Et quels ont été leurs principaux défis pour créer ces services numériques? Oui, bon, merci Léa, bonsoir à tous et à tous et merci de m'accueillir ce soir. Oui, comme tu l'as rappelé, effectivement, nous travaillons principalement avec des écoles techniques. Alors peut-être juste pour remettre en contexte, déjà chez AWS, on pense que la transformation de l'action publique passe par l'innovation. Et celle-ci peut être soutenue par de nombreuses initiatives françaises. Et c'est pour ça qu'on a décidé de collaborer en 2019-2018 avec l'École d'affaires publiques de Sciences Po Paris pour la création de ce programme Cloud Innovation Centers qui permet aux étudiants de développer des solutions innovantes et concrètes en lien avec les enjeux que rencontrent les organisations publiques françaises. Mais c'est aussi, surtout, je pense, l'occasion de former aux outils du numérique les futurs cadres de demain pour leur permettre de comprendre comment se servir de manière sécurisée de la technologie pour créer de la valeur pour la collectivité. Et donc, effectivement, notre programme KIC est global. Il se trouve dans 8 pays avec 12 initiatives différentes et tout adossé à des universités techniques. Et donc, la particularité de notre collaboration ensemble, c'est justement qu'on travaille avec une école non technique, ce qui en fait un élément différenciateur dans ce programme global. Et donc, nous avons dû adapter notre modèle. Nous avons connu plusieurs défis, mais qui se trouvent et qui se sont révélés être des opportunités pour créer réellement des solutions concrètes et ambitieuses. Alors, tout d'abord, passer d'une idée à un prototype rapidement, pour cela, on a besoin de nous baser sur des artefacts qui sont, pour nous, un communiqué de presse fictif, une foire aux questions et des visuels. Les visuels, c'est un storyboard de l'expérience usagée ou des wireframes d'une solution. Et en fait, ces artefacts sont issus de notre méthodologie d'innovation qui est propre et un peu particulière, qui s'appelle le travail à rebours des usagers ou des citoyens, le working backwards en anglais. Et ça, c'est fondamental et je rejoins totalement ce que Mme Pin et M. Lambert ont décrit tout à l'heure. Et en fait, ces documents sont nécessaires avant d'écrire la moindre ligne de code pour s'assurer de la cohérence de l'idée et de son aspect novateur. Et nous avons d'ailleurs été particulièrement impressionnés, il faut le dire, par la qualité et la précision des visuels qui ont été effectués par les étudiants. Et bien sûr, sur les 2 autres documents, nous avons procédé par itération pour les documenter et pour les enrichir. Un autre défi, mais qui a été une opportunité, c'est l'organisation de l'atelier technique. Cet atelier technique, en fait, permet de nous comprendre le périmètre du prototype, d'évaluer les flux de données, d'identifier les interdépendances ou les adhérences avec d'autres systèmes d'information, et évidemment, d'identifier les bonnes briques technologiques à utiliser. Bon, évidemment, rien dans le parcours des étudiants avec qui on a travaillé ne les forme à cette partie-là. Et donc, ça a été un travail important d'acculturation
et qui a été menée notamment par notre architecte de solution Oussama Kandakji, que je remercie, pour les familiariser à cela. Parfois, il y avait la nécessité également de prendre le relais dans des discussions d'une technicité assez importante qui était menée avec les représentants des organisations publiques partenaires. Je pense notamment aux défis de la DINUM, les 2 défis de la DINUM qui étaient particulièrement complexes. Et par ailleurs, comme vous le savez tous, les étudiants ne sont pas forcément en capacité de produire du code. Et c'est pour ça que nos 2 architectes de solutions, Oussama et Antoine Vacheux, ont prototypé directement. Et donc, ça a présenté une opportunité de créer et de mettre en place une organisation projet. D'un côté, les étudiants qui possèdent la vision produit, et de l'autre côté, les architectes de solutions qui possèdent la vision technique. Évidemment, tout cela devant former une équipe projet harmonieuse et cohérente pour conduire des sprints de développement agile d'1 semaine. C'est-à-dire qu'au bout de la semaine, une démo était effectuée pour qualifier le travail technique et ensuite, une session de priorisation de la semaine suivante était conduite. Enfin, le 3e défi qui s'est transformé en opportunité était autour des discussions autour du front-end, c'est-à-dire l'interface utilisateur versus le back-end, c'est-à-dire les serveurs, les bases de données, etc. Et donc là où les étudiants sont extrêmement forts, et justement pour illustrer ces parcours utilisateurs, c'était bien sûr on se focalisait sur le front-end, qui est la partie visible, mais on avait un autre défi qui était celui aussi de travailler sur le back-end, parce que la nécessité de connecter les deux était nécessaire pour avoir des fonctionnalités qui fonctionnent et non pas se limiter à une solution statique. Évidemment, en ce sens, il a été super intéressant de travailler avec ces étudiants sur les éléments qui étaient amenés à prendre plus de temps et donc de prioriser pour qu'au-delà de l'idée, on puisse mettre en place tous les éléments concrets sous le capot finalement pour donner vie à cette idée et la faire fonctionner concrètement et la tester. Très sincèrement, je pense, j'espère que ce programme de l'incubateur de Petit Public présente une excellente opportunité d'apprendre. Profil tech ou non. Très personnellement, et je fais part de mon expérience, je travaille dans le cloud, mais mon parcours universitaire est dans les sciences humaines. J'ai longtemps travaillé sur les biais cognitifs, donc ça n'a rien à voir avec le cloud, mais loin d'être une faiblesse, je pense que ça en fait une force et un atout, justement quand il s'agit d'innovation, pour se concentrer sur l'usager. J'espère réellement que cette expérience a permis aux étudiants de mieux comprendre comment le cloud peut les aider à créer un service, un produit numérique grâce à la concrétisation rapide de leur idée, que le design centré usager, les briques technologiques à disposition ainsi que l'agilité organisationnelle leur ont permis d'acquérir une réelle expérience par la pratique, et ça c'est très important, qui leur sera utile dans leur futur travail. Et évidemment, la formation est nécessaire, toujours, passer des certifications pour valoriser leurs compétences et être encore plus compétitifs sur le marché du travail. Je dis tout ça extrêmement humblement, car cette expérience, en fait, était très riche d'enseignements pour moi. Et j'ai appris tout autant, si ce n'est plus, en travaillant aux côtés de ces étudiants super motivés, super ambitieux. Et je pense que c'est là aussi toute la force de la co-construction. Merci beaucoup, Asineta. Le temps avance et je pense qu'on va bientôt avoir l'occasion de voir en action en fait, les projets qui ont été évoqués par chacun d'entre vous, donc qui ont été développés dans le cadre de l'incubateur de politique publique juste après. Mais peut-être juste là, je prends une question là, qui m'a été envoyée sur le chat pendant que vous discutiez de Jean-Baptiste Laval, qui demandait finalement pour vous, et là je pose du coup la question à vous 4, quels sont les critères non, c'est pas cette question-là, pardon, c'était un peu le serpent de mer qui était de dire, voilà, dans les grands cabinets de conseil dans lesquels il a pu travailler pour le moment, il y a des équipes de transfo qui sont à temps plein et qui ont des marges de manœuvre assez importantes. Et donc, finalement, comment, dans la sphère publique, il parle d'une stratégie d'internalisation massive de ces profils au sein de la sphère publique. Pourquoi ne pas mettre en place une stratégie d'internalisation massive de ces profils transfo, du coup, au sein de la sphère publique? Donc, est-ce que tout ce dont on parle finalement là ce soir, ça devrait faire partie d'un socle de compétences commun à tous les agents publics, ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui dans ces petites
bulle, que ce soit via, bien sûr, toutes les actions de la DITP, les labs ministériels, les labs dans les territoires que vous accompagnez au sein de la DITP, ou est-ce qu'on devrait être dans une stratégie voilà, en disant le design, Frédéric en parlait aussi tout à l'heure, ça fait partie d'un socle de compétences finalement commun aujourd'hui aux acteurs publics qui sont déjà en fait dans ces démarches finalement d'agilité au quotidien. On l'a vu avec la crise. Je vous laisse réagir sur cette vaste question pour clôturer notre moment table ronde. Frédéric. J'en profite. J'abonde complètement sur le fait de réfléchir complètement à cette notion d'augmentation des compétences, des skills de l'agent public, et pas que, dans le sens où effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, Monsieur Lambert a introduit le sujet comme ça, en disant le design aujourd'hui n'est pas encore suffisamment compris et connu sur son entièreté de ses capacités. Et cette acculturation, elle est clé. Et c'est vraiment, je cite toujours cet exemple, de dire tant qu'on n'aura pas atteint 30% d'acculturation d'une population, où est-ce qu'elle peut être, en institution, en entreprise, whatever, tant qu'il n'y aura pas ces 30% d'acquisition, d'acculturation à la démarche design, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'organiser avec nos propres règles. Donc, il faut absolument cette montée en compétences. Si on fait les calculs, ça fait beaucoup de gens qui doivent être formés. Ça fait beaucoup de gens. Donc, ça veut dire que ces dimensions-là, elles doivent continuer. Effectivement, ça, c'est les calculs. Les quotas, ils ne sont pas loin justement de travailler là-dessus. Quand on met 30-40% des gens, c'est qu'au bout d'un moment, on fait la bascule avec des codes qui sont peu connus, qui deviennent des codes qui peuvent s'intégrer dans d'autres codes installés depuis des siècles, comme l'ingénierie, les sciences de gestion, etc., qui sont des sciences beaucoup plus installées, qu'on connaît mieux. Et il fait que le design a une méthode aujourd'hui, une approche qui permet effectivement l'encapacitation, pour ne pas reprendre le terme anglais, et qui permet aussi non seulement de comprendre les démarches qui nous permettent d'arriver à être plus proche de l'utilisateur. Alors, le design n'est pas le design centré utilisateur, ce design de toute façon est toujours centré utilisateur. Donc après, ce qui a complètement évolué au XXIe siècle, c'est que l'utilisateur est devenu très difficile à en faire le tour, parce que c'est devenu un sujet très complexe. Rien que l'utilisateur, il est à la fois usager, il est à la fois contributeur, il est à la fois client, il devient compétiteur alors qu'il a monté une plateforme d'un grand groupe industriel. Enfin voilà, ça c'est le même en fait aujourd'hui. Donc tout ça, c'est compliqué. Et puis, aussi, il peut être citoyen, et puis il peut se retrouver aussi agent public. Ça, c'est l'utilisateur. Donc, ce monde complexe, cette dimension-là, il faut, et cette façon d'adresser, d'impliquer cet utilisateur dans la boucle de conception, dans la fonction publique, c'est encore. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un ce qu'il a envie en termes de politique publique, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a des outils pour accompagner, pour être en co-construction, ce mot-là a été cité, et c'est fondamental d'apprendre comment on co-construit. Mais il faut apprendre à co-construire. Donc ça, nous, en termes d'école, il faut apprendre aussi à avoir des espaces où nos élèves vont apprendre à co-construire. Donc la démarche design se fait toujours en co-construction, mais travailler avec des cibles différentes, travailler avec des disciplines différentes, c'est clé pour nous. Donc le format de l'incubateur, c'est fondamental pour nos élèves de venir se frotter à d'autres disciplines, apprendre à travailler ensemble, apprendre à se comprendre, travailler sur un langage commun de partage et garder son langage particulier à chacun, mais arriver à se construire un langage commun, c'est fondamental. Ça passe par de l'expérimentation, ça passe par la prise de risque, accepter la prise de risque, accepter aussi que l'expérimentation, elle n'est pas que dans les espaces d'école. L'expérimentation doit rentrer dans les espaces de production institutionnels. Ça devient un mode de travail aussi. Parce qu'on est sur quelque chose qui bouge beaucoup, qu'on est sur des systèmes qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de... voilà, on ne peut plus prévoir le monde aussi facilement que ce qu'on pouvait prévoir avant, même si les imaginaires technologiques se réalisent toujours, quand même, on est un peu en train de les challenger quand même. Donc, il faut absolument apprendre cette dimension de l'expérimentation. Donc, c'est vrai qu'à l'ENSI, cette dimension d'expérimentation, elle est clé. Elle a toujours été le cœur du travail des étudiants. Être dans le faire aussi, apprendre à des populations dans la fonction publique, etc., le pouvoir du prototypage, le pouvoir de poser des sujets sur la table et d'échanger ensemble et de le faire ensemble,
c'est des outils qui sont extrêmement performants pour les gens dans les territoires, par exemple. C'est extrêmement performant. Donc, ces outils d'accompagnement, ils sont extrêmement performants. Il faut apprendre à les manipuler. Et ça aussi, il faut des espaces dans les écoles pour le faire. Et ça va passer par effectivement beaucoup d'espaces d'expérimentation, des collaborations entre écoles. Et ça, je rejoins Yann Algan sur ces sujets-là. C'est fondamental d'articuler ça dans nos établissements. La pluridisciplinarité, elle va être clé. Et j'aurais tendance à insister aussi sur un sujet qui va être le mélange générationnel aussi, va être très important. Donc, faire aussi apprendre à tout âge et faire rentrer ces générations-là, nos jeunes, mais aussi ceux qui reviennent apprendre et qui viennent apprendre des choses qu'ils n'avaient pas encore appris, etc. Donc, développer aussi les formes de formation continue et faire rentrer ces personnes-là dans ces expérimentations-là, c'est clé aussi. Parce qu'on va apprendre à tout âge aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'on est à la fois dans travailler et à la fois dans produire une forme de ce qu'on va appeler de notion de communauté apprenante où on va accepter d'apprendre aussi en permanence. Parce qu'on est obligé, avec le monde incertain dans lequel on vit, d'intégrer des nouvelles formes, voilà, de créer des communautés qui vont apprendre en même temps qu'elles font pour être dans un mode de résilience continue, on va dire, si je puis me permettre. Donc, c'était ces points-là que je voulais pointer. Et je voulais aussi pointer deux points qui sont un peu mon dada en ce moment-là. Il y a deux sujets, je pense, dans les questions d'innovation sociale et en particulier des politiques publiques. C'est le rapport à la temporalité. Et ça, c'est un sujet que nous aussi, à l'école, il faut absolument qu'on arrive à travailler. C'est-à-dire que les politiques publiques, ça ne se construit pas en un jour. Et donc ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant à étudier parce qu'avec cette accélération du temps, avec le fait qu'on voudrait aller très vite, on fait 2 jours de brainstorming et puis c'est bon, avec notre session post-it, on a conclu le truc. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait des incubateurs, quand on travaille aussi avec l'école des affaires publiques, c'est aussi de revenir sur des sujets où, oui, mais il y a aussi une cyclicité, il y a aussi une temporalité, il faut 7 ans pour changer les mentalités, d'où le travail sur les sciences comportementales, c'est extrêmement intéressant d'intégrer toutes ces dimensions-là. Et le deuxième dada que j'ai en ce moment, c'est le passage à l'échelle. Ce n'est pas une petite école comme l'ENSI qui peut passer à l'échelle. Donc, grâce à des collaborations comme la nôtre aujourd'hui, on peut réfléchir à ces dimensions de passage à l'échelle. Vous avez cité la diffusion dans les territoires, et ça, pour moi, c'est clé aussi pour que toutes ces initiatives positives se déroulent et ruissellent, pour utiliser un terme un peu galvaudé en ce moment, et passent vraiment à une échelle où ça va être utile et efficace. Je vous laisse avec ça. Je vous laisserai juste avec une dernière phrase, parce que j'ai retrouvé le deuxième mot que vous aviez cité tout à l'heure. Vous avez parlé d'engagement et de sens. Et donc, ça me parle énormément parce qu'en fait, pour moi, le design, c'est la discipline de la conception du sens. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le sens, ça évoque deux dimensions. Le sens, c'est pratiquement une direction, on y va, ça donne la direction, mais aussi, c'est la perception. Et cette perception, cette notion de capacité à percevoir, de se dire c'est dans la bonne direction que je vais, c'est aussi pas facile de travailler ça. Et donc, en fait, je pense que c'est ce qu'ils vont nous montrer, les étudiants, dans ce qu'ils ont produit dans l'incubateur, c'est cette capacité à aller de nous montrer le chemin et nous montrer qu'on le perçoit bien. Et je voulais rester là-dessus parce que je rebondis sur cette notion de sens qui est vraiment très vraie aujourd'hui. Comment on travaille sur ce sens ? Moi, j'ai envie juste de laisser le mot de la fin à Thierry Lambert, parce que vous avez eu la gentillesse de rester avec nous pendant toute la durée de la table ronde. Vous avez pris la parole au début. Est-ce que vous avez une réaction pour clôturer ce moment de table ronde par rapport à tout ce qui a été dit ? On vous entend pas. Pardon, est-ce que c'est bon là ? Si le sens est le moteur du design, alors moi je pense que dans le public, on a un terreau fantastique. Parce que s'il y a bien quelque chose dont on ne fait pas levier suffisamment, mais qui est très fort dans le public, c'est le sens. Les agents publics ne viennent... Moi, encore une fois, j'ai vu ce matin des gens remarquables qui vont au contact des publics fragiles dans cette période de crise. Je vous assure que c'est pas pour leur bulletin de paye et pas pour le prestige qu'ils en tirent. Donc, il y a un sens qui est d'une force et qui, du coup, nous rend un peu paresseux.
hein, nous rend un peu paresseux en management. Alors moi, je pense que ce sens est porteur de beaucoup c'est vraiment notre énergie et c'est ça qu'il faut mobiliser. Alors le design, si vous voulez, il y a aussi le numérique. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on demande aux agents publics de faire pour se transformer que c'est compliqué. Alors moi, je pense qu'il faut continuer à faire le travail de preuve. Et pour ça, je ne minimiserai pas du tout le travail des petites équipes légères qui font bouger les choses. Moi, c'est le mois de l'innovation publique en ce moment, c'est pour ça que c'est très bien aussi de vous rencontrer à cette occasion, mais j'ai fait le tour, je suis en train de faire le tour des labs d'innovation publique. C'est remarquable ce que un agent qui a un problème et qui a justement conduit par son sens dit je vais essayer de faire mieux, et que quelqu'un d'un laboratoire qui a une compétence de design vient l'aider à trouver une solution, c'est remarquable la puissance que ça a. Et du coup, une fois qu'on a réussi à trouver la solution, la capacité à passer à l'échelle en diffusant et en montrant ce que ça a permis de délivrer est quand même assez remarquable. Je dirais aussi que j'ai été très impressionné par la dernière visite en Bretagne où effectivement il y a une petite vidéo pour expliquer aux élus ce qu'était le design. Et finalement, c'est vrai qu'on se dirait en anglais, c'est pas rocket science quand on regarde la vidéo, mais il y a quelque chose quand même qui est très important dès le début de cette petite vidéo que je vous recommande de voir. C'est en fait, elle commence par montrer un objet complètement ridicule, mais en fait, on l'a tellement vu qu'on s'y est habitué, il est là et on se pose plus de questions dessus. Et je pense que, en revanche, la faiblesse de l'administration, c'est sa force, c'est le sens, mais la faiblesse, c'est peut-être justement de ne pas se désaxer pour se réinterroger. Elle est tellement légitimiste, elle est tellement conduite par la norme qu'elle n'ose pas se laisser interroger par la situation. Alors, encore une fois, la majorité des fonctionnaires, les médecins, etc., tous les jours prennent des décisions pour s'adapter à la situation. C'est pas ce que je dis. Mais cette perspective de bouger un petit peu pour se dire, mais si on faisait autrement, mais finalement, est-ce que c'est bien normal que ça se passe comme ça, est peut-être pas assez développée. Donc, il y a sans doute une transformation ici à l'œuvre, et c'est pour ça que je pense, moi, beaucoup au design organisationnel, finalement, de dire il faut qu'on mette le pouvoir au plus près avec des boucles de feedback très courtes entre l'usager, les situations, etc., et l'agent public en responsabilité pour avoir une raison d'agir. Parce que le risque de l'administration, pourquoi elle est fragile et pourquoi elle est peureuse, c'est que quand vous êtes dans un bureau à Paris et vous dites mais si je touche ça, quel impact ça va avoir à Saint-Laurent-du-Maroni? Et du coup, quelque part, vous avez peur de bouger. Parce que vous mesurez mal les conséquences et que c'est en fait très compliqué de les anticiper, parce que vous voyez tout de suite tel lobby, telle force qui s'oppose et que vous ne pouvez pas réconcilier simplement. C'est beaucoup plus facile quand on est au contact des agents, des usagers, qui vont effectivement être ceux qui seront au contact de la décision que vous prendrez, parce que effectivement cette appropriation, qui est très importante en termes de transformation, est plus facile. Alors qu'une appropriation globale, c'est quand même compliqué. Alors moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle en anglais le grassroots, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'encore une fois, on balaye les escaliers par le haut. Moi, excusez-moi, je suis pas un scientifique, alors je parle avec mes mots simples. Voilà, on balaye les escaliers par le haut. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'État. Moi, je rendrai hommage à tous mes prédécesseurs. Alors, Yann, tu as rendu hommage à la ITP, mais aussi beaucoup à l'énergie de Thomas, hein, qui a été celui qui a lancé toutes ces choses. Le SGMAP aussi a fait beaucoup de choses et tous nos prédécesseurs. Mais à un moment, si les patrons des administrations publiques, si les ministres ne se saisissent pas de ces sujets, n'encouragent pas, ne valorisent pas ceux qui prennent des risques, ne valorisent pas ceux qui veulent faire autrement, ben on a du mal à bouger. Et donc, d'où l'enjeu de la formation des cadres pour qu'ils perçoivent les bénéfices, pour rejoindre le sens de leur engagement, les bénéfices de ces nouvelles méthodes. Et donc, voilà, il faut qu'on continue à avoir des preuves concrètes que ça marche, pour inspirer, pour donner une raison de croire. Et puis en même temps, il faut mettre ces preuves au contact
dans les formations, dans la formation continue qui n'est pas assez développée dans l'État, très honnêtement. Hein, la question de la suprématie du concours qui fait que à 20 ans, on a réussi quelque chose, on est très fiers, très contents, les parents sont contents, on a quasi un statut. Enfin, bon, le monde va changer en 40 ans. Alors, il faut quand même aussi continuer à progresser, veiller à son employabilité. On ne le fait pas assez non plus dans la fonction publique. Donc, vous voyez qu'on a les sujets de formation sont quand même des sujets très, très importants. Et Amélie de Montchalin, notre ministre de la Transformation et de la fonction publique, ça tombe bien que les RH et la transformation se soient rapprochés, en est très consciente. Donc, je pense que c'est des points sur lesquels on veut avancer, mais il faut un peu de patience et d'humilité. C'est quand même de très grosses structures. Et encore une fois, pour avoir été dans le privé, les problèmes ne sont pas différents. Et le rythme n'est pas toujours aussi rapide qu'on le dit. Donc, je pense que l'humilité est bonne partout. Et en même temps, reconnectons avec le sens. Laissons ceux qui ont un surcroît d'énergie, donnons-leur les moyens de prendre des risques, donnons-leur les moyens d'avoir accès aux outils qui leur permettent, comme vous faites dans l'incubateur pour les étudiants, de faire des choses différemment, et continuons ce travail de conviction auprès des chefs en place, mais formons la relève. Merci pour cette belle transition. Je crois qu'effectivement, cette force de réinterrogation de ce qui se passe dans l'administration, elle est toute trouvée, elle est là. Et c'est important de dire que voilà, les jeunes et les diplômés qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui dans un contexte pas très facile, et ben voilà, ils font aussi partie de la solution de ce qui est des périodes de crise qu'on traverse aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette belle table ronde. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Sandra Miondo, avec qui je travaille sur l'incubateur de politique publique notamment. Et donc, vous allez pouvoir découvrir quatre projets qui ont été menés l'an dernier par les étudiants de Sciences Po et de l'ENSI. Et ce sera aussi un peu l'occasion de les entendre un peu en mode réflexif sur ce qu'ils ont appris de ce travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Désolé, je dois partir, mais on me racontera. Merci, à bientôt. Merci. Donc, merci encore 1000 fois aux intervenants de la table ronde. On vous propose maintenant de passer au deuxième temps de l'événement. On a évoqué donc l'importance de la formation aux méthodes de design pour répondre à la fois aux besoins des utilisateurs. Madame Pain a évoqué toutes les multiples facettes dont on peut concevoir ces utilisateurs, qu'il s'agisse de citoyens, des usagers ou autres, pour répondre aussi aux défis d'intérêt général dans une approche de co-construction. Et comme vous l'aurez compris, justement, le programme de l'incubateur de politique publique a la vocation de pouvoir permettre aux étudiants, peut-être les futurs décideurs de demain, de construire un langage commun en se frottant à des nouvelles méthodes et des nouveaux modes de réflexion. Notre doyen l'évoquait, donc l'importance que cette formation puisse passer au travers des universités supérieures, et aussi tous les enjeux qui peuvent être associés à cette formation, donc la nécessité de mobiliser des compétences diverses et multiples, mais aussi de créer une polyvalence dans l'approche au travers d'une approche disciplinaire justement et transdisciplinaire. On vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est réunis ensemble ce soir, qui est celle de proposer les projets qui ont été accompagnés l'année dernière dans le cadre du programme de l'incubateur. On a choisi d'en mettre 4 à l'honneur pour cet événement de restitution. Et donc, il y aura 2 grandes parties. Une première qui est vraiment de présentation des prototypes et des travaux qui ont été élaborés lors de la précédente édition. Et un deuxième temps qui sera plutôt un temps d'échange et de discussion entre les différents groupes. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Pour rappel, à la fin de l'événement, on va constituer des sous-salles pour pouvoir notamment donner la possibilité aux étudiants
de première année de master et qui sont susceptibles de participer à cette prochaine édition de l'incubateur qui va démarrer en janvier. Donc, vous donnez la possibilité de poser les questions à la fois soit à l'équipe pédagogique, soit aux étudiants qui ont participé l'année dernière et qui sont sans doute les meilleurs ambassadeurs du programme. Permettez-moi juste 2 petits mots d'introduction pour présenter les 2 premiers groupes qui vont présenter les prototypes. On va démarrer avec Public Plus, qui est un projet très ambitieux et qui se propose comme étant un amplificateur des politiques publiques pour accompagner à la fois la numérisation des administrations et pour rendre le service public à la fois plus humain, plus innovant et plus efficace. C'est un projet qui a été élaboré en partenariat avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Et sans plus tarder, je vais donc laisser la main aux étudiants pour qu'ils puissent le présenter directement. Bonsoir à tous, je suis Achat Faas. Et je suis Théo Long. Alors, c'est un plaisir pour nous de participer à ce mois de l'innovation, donc merci beaucoup pour cette opportunité. On est, comme le disait Sandra, la start-up Public Plus, qui est née dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques de Sciences Po en partenariat avec AWS. Et en 2 mots, comme le disait Sandra, on aime se définir comme un amplificateur de politiques publiques et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter ce soir. Alors, nous, on a travaillé sur les France Service et, alors, si j'arrive à passer, voilà. France Service est un dispositif qui a été lancé en 2019 par le gouvernement pour répondre au retrait des services publics dans certains territoires. C'est un contact de premier niveau avec le service public où des agents polyvalents accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives auprès de 9 opérateurs. Alors, au cours de notre phase d'immersion sur le terrain, on a identifié plusieurs problèmes inhérents à cette politique publique. D'abord, du côté des usagers, le non-recours au droit qui reste très important, mais surtout des besoins qui sont très différents en fonction des territoires, puisque les besoins des habitants d'un petit village ne sont évidemment pas les mêmes que ceux d'habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Du côté des agents, on s'est rendu compte que ceux-ci doivent connaître des centaines de démarches administratives alors qu'ils n'ont qu'une formation de moins d'1 semaine. Et selon une enquête que nous avons menée auprès de plus de la moitié de ces agents, 70% d'entre eux estiment avoir besoin d'une formation complémentaire. La deuxième chose, c'est qu'ils nous disaient manquer souvent d'outils pour accompagner les usagers. Et donc, c'est dans l'optique d'amplifier cette politique publique France Service à laquelle nous tenons beaucoup, que nous avons développé notre solution numérique Mon Espace France Service, qui est un portail numérique à double entrée à destination des usagers de ces France Service et des agents. Alors moi, je vais vous présenter d'abord mon espace usager qui propose de personnaliser le service public et de le moderniser. Le personnaliser d'abord grâce à l'outil « Je fais ma démarche » qui répond à la frustration que nous connaissons tous, qui est celle de manquer d'un document avant de se rendre à un rendez-vous administratif et donc de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout pour solutionner son problème. Donc grâce à cet outil, ça permet en fait de connaître l'ensemble des documents à apporter grâce à un générateur automatique que nous avons développé. L'espace usager permet aussi de prendre rendez-vous en ligne pour la France Service afin d'attendre le moins possible et de gérer les flux. C'est très important dans le cadre de la crise sanitaire. Personnaliser le service public, c'est aussi donner son avis sur ce service public pour participer à l'améliorer et pour valoriser le travail d'accompagnement des agents publics qui est très important. Enfin, moderniser le service public, pour nous, c'était très important de développer un outil de visioconférence qui permet d'accéder à la France Service depuis son salon pour les personnes fragiles dans le cadre de la crise sanitaire qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les plus occupés d'entre nous le reste de l'année dont les horaires des France Service ne correspondent pas toujours. Et donc, dans un second temps, nous avons développé une deuxième entrée, l'entrée Mon Espace Agent, qui propose aux agents de mieux accompagner les usagers et de mieux se former. Mieux accompagner les usagers d'abord à travers un premier outil, l'outil du bilan administratif, qui permet à l'agent de créer une fiche personnalisée pour l'usager, qui récapitule les prestations auxquelles l'usager a droit et les documents à fournir pour faire cette prestation.
Cette synthèse du rendez-vous est pré-remplie automatiquement afin de simplifier la vie de l'agent. Et ensuite, le document peut être simplement imprimé et remis à l'usager à la fin du rendez-vous. Nous avons aussi développé un portail donc, de visioconférence qui permet aux agents d'organiser des rendez-vous avec les opérateurs France Service, encore une fois, pour leur simplifier la vie. Enfin, nous avons développé un agenda, alors qui est un petit peu spécial. C'est un calendrier qui est personnalisable et qui permet d'organiser ces rendez-vous en fonction de ses disponibilités. Enfin, l'espace usager leur permet de mieux se former grâce à l'outil Ma Formation. L'agent peut accéder à des fiches explicatives de démarches administratives et tester ses connaissances grâce à un quiz. Mais l'agent peut aussi utiliser cet outil lors d'un rendez-vous avec un usager s'il a un trou de mémoire sur une démarche administrative. Il peut alors accéder à l'ensemble des fiches grâce à la barre de recherche. À moyen terme, nous souhaitons intégrer des partenaires pour alimenter cet outil de formation sur d'autres termes, comme par exemple les compétences relationnelles ou la présentation des réformes administratives en cours. En bref, notre outil numérique est scalable, c'est-à-dire qu'il peut être utile au-delà de la politique France Service, là où se posent les mêmes difficultés d'information, d'accompagnement et de formation. Alors voilà pour cette petite présentation rapide. Pour plus de détails, on vous invite à nous rejoindre dans le sous-groupe dont parlait Sandra. Peut-être un point pour finir sur les prochaines étapes pour notre start-up. Aujourd'hui, on a envie de porter cet outil qu'on vous a présenté auprès des administrations et on remercie l'ANCT, la Caisse des dépôts et même la DITP avec qui on a été en contact dès le début de notre projet pour les échanges intéressants qu'on a pu avoir. Et parce que pour nous, on veut, à travers ce projet entrepreneurial, s'engager pour des valeurs. On a publié un manifeste qui présente 11 engagements pour un service public plus humain, plus innovant et plus efficace. Et c'est dans ce sens-là que nous avons envie d'agir. On espère sincèrement que notre présentation donnera envie aux étudiants de Sciences Po en M1 qui sont là ce soir de s'engager pour amplifier les politiques publiques grâce à l'innovation, parce que c'est un enjeu déterminant et qu'on en a plus que jamais besoin. C'est une belle aventure. Un dernier mot, si je peux me permettre, je voulais vous remercier tous ceux qui nous ont formés, accompagnés et soutenus. Notre coach Barbara, qui est une designeuse excellente, Où sont les dragons, Asineta et Oussama côté AWS, bien sûr Sandra, Léa et Yann Algan côté Sciences Po. Les agents publics qui nous ont beaucoup accompagnés, on les appelle les leaders du quotidien chez nous et c'est très important pour nous de leur solutionner et faciliter la vie. Transformer le secteur public, c'est une aventure globale, exigeante et ambitieuse au service d'un service public plus humain, plus innovant et plus efficace. Et je pense qu'on peut relever le défi ensemble. Merci. Merci beaucoup, Richard, et merci, Théo, pour cette belle présentation. Juste peut-être un mot sur le fait que l'incubateur est tributaire aussi de l'énergie et de l'investissement des étudiants. Et donc, si les résultats sont là, c'est aussi grâce et surtout vraiment grâce aux étudiants. Pour tout cela, je vous propose de passer au deuxième prototype qu'on souhaiterait vous présenter ce soir, qui porte le nom de Smarticipe. Les étudiants ont souhaité développer une application pour permettre de donner aux citoyens une vision plus globale et dynamique de la ville et de leur quartier, tout en facilitant et en revitalisant la participation citoyenne notamment. Il s'agissait d'un défi qui était proposé par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, dans le cadre de la précédente édition. Et je laisse la parole aux étudiants pour cette deuxième présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous présenter le projet Smarticipe ce soir, qui a donc été réalisé en collaboration avec la DINUM et AWS dans le cadre de l'incubateur de politique publique de Sciences Po. Donc pour commencer, j'aimerais que vous imaginiez ce soir que vous rentrez du travail, donc peut-être pas en confinement, mais dans un temps plutôt normal, et que vous rentrez chez vous et que vous passez devant votre théâtre préféré et vous vous rendez compte qu'il va devenir une médiathèque. Donc, évidemment, vous vous dites, mais mince, moi je n'irai jamais à cette médiathèque, pourquoi j'aurais rêvé de donner mon avis. Bon, tant pis. Vous allez peut-être vous dire que vous allez essayer de trouver pour la prochaine fois une façon de donner votre avis. Vous allez aller solliciter la mairie. Si vous avez de la chance, peut-être la mairie aura un budget participatif qui vous permettra d'élire un projet sur lequel elle voudra mettre un bout de son budget. Et là, vous voyez que le budget participatif est passé et est fini depuis 2 mois. Et vous dites, mince, c'est dommage, si j'avais su, j'aurais pu donner mon avis.
Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il y a une difficulté pour les citoyens à donner leur avis sur les initiatives locales. Et le sous-problème, c'est aussi une méconnaissance des services publics et des événements proposés au niveau local. Donc, dans le fond, on le sait, il y a un problème beaucoup plus profond que ça qui est lié à la confiance dans les institutions publiques, dans les relations entre les citoyens et les services publics. Mais on le voit d'abord avec le vote. Quand on regarde les chiffres d'abstention, c'est assez flagrant, et surtout pour les jeunes. Donc 1 sur 5, c'est le nombre d'électeurs âgés de moins de 29 ans qui a voté à tous les tours à la présidentielle de 2017. Donc on le sait, le problème du vote, c'est une question d'habitude. Et par exemple, on sait que les personnes qui ne votent pas aujourd'hui auront moins de chances de voter plus tard. Donc le fait que ce soit les jeunes qui ne votent pas beaucoup, c'est assez problématique. Et quand on regarde du côté des agents et des mairies, lorsqu'ils veulent faire de la participation citoyenne, on sait qu'ils n'ont pas toujours les outils et pour eux, ça peut être très compliqué. Donc 8 sur 10, c'est le nombre d'agents qui jugent que la concertation publique n'est pas assez développée. Aujourd'hui, il y a donc un problème puisqu'il y a une demande, autant de la part des agents que de la part des usagers, et en même temps, il y a des outils donc, qui se développent, c'est vrai, mais il n'y en a peut-être pas assez. Donc on voit bien ce qui se développe, par exemple, ça peut être un budget participatif, ça peut être une consultation publique qui est organisée. Le problème, c'est que c'est rarement un événement récurrent. C'est souvent une date précise, on va mettre une concertation publique. Le problème avec ça, c'est que ça ne crée pas d'habitude. Et en plus de ça, si on ne va pas à cette consultation, il n'y a plus d'autre occasion pour pouvoir participer en tant que citoyen. Donc avec Smart ici, nous avons voulu développer une solution qui est pérenne et qui s'inscrit dans le temps long. Merci Marina. Donc la participation citoyenne, c'est un domaine en plein essor, mais comme vient d'expliquer Marina, encore mal connu. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé de développer Smarticipe. Et donc on a voulu concevoir une solution qui crée un lien sur une longue durée avec des habitudes chez les citoyens pour recréer cette relation de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens, qui était notre sujet initial avec la direction interministérielle du numérique. Pour créer ce pont entre les pouvoirs publics et les citoyens, on a développé Smarticipe, qui repose sur une carte interactive qui crée ces habitudes de participation citoyenne sur une logique de réseau social. Donc le citoyen a une vision globale et dynamique de sa commune et donc de sa ville au travers de 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est les consultations locales, donc la plus importante finalement. C'est la mairie qui renseigne les consultations qu'elle souhaite mettre en place, donc comme vous l'expliquait Marina dans son exemple, par exemple, est-ce que le théâtre doit être rénové? Et le citoyen va répondre en fonction de sa préférence. La deuxième fonctionnalité, c'est les démarches. Donc dans la commune, les démarches vont être renseignées par la mairie en fonction de l'emplacement géographique où on peut les effectuer et on sera renvoyé vers le lien et le site internet dédié. Et enfin, le dernier pilier de l'application, c'est les événements. Pour créer un vrai lien, ce lien de type réseau social, les mairies vont renseigner les événements de la commune et les citoyens pourront les partager et s'inscrire. Et maintenant, rien de mieux qu'une petite démonstration pour voir comment tout ça prend forme. Donc à gauche, vous avez l'interface de l'agent de mairie qui va rentrer la consultation. Donc par exemple, la rénovation du stade. Il va rentrer le titre de la consultation, l'objet de la consultation, le lieu de la consultation, le code postal, la date du début de la consultation, la date de fin, et les réponses qu'il souhaite donner à l'usager qui pourra répondre donc en fonction des thèmes auxquels sont reliés cette consultation. L'usager se connecte sur son téléphone, voit qu'il y a des consultations sur la carte interactive, il vote, donc en l'occurrence lui veut remplacer le stade par la médiathèque, et il peut partager également à d'autres citoyens de sa commune. Il a accès sur son espace personnel à d'autres fonctions qu'on verra plus tard, et là on peut voir les démarches, donc par exemple à la CAF, avec diverses demandes. Sur son espace personnel, il peut voir les consultations déjà passées, celles auxquelles il a déjà voté, et d'autres éléments avec des filtres. Une fois les consultations passées, l'agent de la mairie peut revenir sur son espace et voir les statistiques de réponse, et donc ainsi ajuster ses politiques publiques. Donc voilà pour Smarticipe. Et un petit mot de fin, si jamais vous avez des questions sur l'incubateur ou sur le projet, n'hésitez pas à venir me voir juste après. On tenait à remercier bien sûr tous les membres qui ont participé au projet, ceux qui ne peuvent pas faire la présentation aujourd'hui, et l'incubateur de politique publique de Sciences Po, AWS, la DINUM, où sont les dragons, l'ENSI, etc. Merci infiniment Nicolas et Marina. Avant de passer à la présentation des autres 2 projets, je vous propose d'avoir un petit temps d'échange. Donc, sentez-vous vraiment libre dans la prise de parole.
pour faire connaître aussi au grand public les spécificités pédagogiques de ce module. Selon vous, ce module pédagogique, en quoi est-il différent des autres cours qui sont proposés à l'école d'affaires publiques? Je vais commencer du coup. Je t'en prie, vas-y. Oui, vas-y. Les autres cours d'école d'affaires publiques sont peut-être un petit peu plus classiques, un peu plus théoriques, et on aborde des sujets assez transverses qui relèvent du public, du bien commun, etc. Et là, ce module d'incubateur, il nous permet de comprendre finalement quelle est la réalité du terrain, de savoir ce qui se passe réellement et d'interagir avec des acteurs qu'on voit en cours sur des problématiques qu'on voit en cours, mais d'un point de vue pratique, avec un vrai relationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas d'habitude. Oui, je pense que c'est vraiment ça qui nous a motivés à s'engager dans l'incubateur des politiques publiques de Sciences Po. C'était cette volonté d'avoir un impact concret dans la vie des gens et essayer de solutionner des problématiques qu'on analyse beaucoup à Sciences Po de manière théorique depuis notre arrivée dans l'école, mais dont on voulait essayer de trouver des solutions. Donc pour Smarticipe, ça va être la participation citoyenne. Nous, on a beaucoup travaillé sur la désertification des services publics. Et ce qu'on a aimé un peu, c'était on a pu devenir des sortes d'ingénieurs des services publics qu'on souhaitait inventer. Et c'est vraiment ce qu'on retient de cette expérience. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marcio, je suis cofondateur aussi du projet Public Plus. Et peut-être pour ajouter à ce qui a été dit, en plus de vraiment, excusez-moi l'expression, de mettre les mains dans le cambouis, en fait, le projet qui nous apporte en plus, c'est que vraiment, ça nous sort de notre bulle de Sciences Po et littéralement nous fait rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires, que ce soit des designers avec Barbara, que je remercie aussi à mon tour, qui nous a beaucoup aidé, mais aussi les acteurs de terrain, que ce soit des agents de mairie, des agents en préfecture. Et donc, ce que je disais, nous sortir de cette bulle et en fait élargir au-delà des concepts de théorie, qu'on a pu aborder avec Monsieur Aguila ou Monsieur Pisani-Ferry, bien qu'ils soient fascinants, on a vraiment envie de rencontrer les acteurs de terrain et plein d'autres, notamment les designers. Donc c'est ça aussi la valeur ajoutée de ce module. Merci beaucoup, Marcio. Ça me permet de faire une transition avec la prochaine question qui porte justement sur les acquis d'apprentissage. Mettre les mains dans le cambouis, ça signifie aussi de mettre en pratique finalement les apprentissages théoriques que vous avez pu avoir, notamment pendant le premier semestre. Pour rappel, donc l'incubateur s'adresse aux étudiants qui sont en première année de master. Là, il s'agit vraiment de vous poser une question plus générale sur quel a été l'apport en termes d'apprentissage pour ce programme de formation. Pour ma part, en tout cas, moi j'ai trouvé que l'incubateur nous a mis dans une vraie optique d'entrepreneur. Et je pense que ce qu'on va ressortir, c'est une espèce de notion où on a toujours des idées bien faites, toutes faites, et en fait on se rend compte que dans le concret, ça ne marchera jamais. On va toujours retravailler, réessayer, se dire, mais en fait, cette piste-là, ça ne marche pas du tout. Pour cette raison, je n'y avais même pas pensé. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense aussi à une notion d'esprit d'équipe qu'on a pu développer, où dès le début, on était ensemble, on ne pouvait pas être d'accord, on pouvait se mettre d'accord, apprendre des nouvelles choses ensemble. Et je pense que sur ces deux points-là, en tout cas, je pense que c'est exportable à n'importe quelle expérience professionnelle plus tard. Juste pour ajouter quelque chose au niveau des acquis, je pense que ce qui a été très intéressant, ça a été aussi de sortir de choses très théoriques. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude, ce réflexe au début, de toujours confronter nos idées au réel, en essayant de voir dans quelle mesure elles pouvaient s'appliquer sur le terrain. Et on nous a forcé, en quelque sorte, à essayer d'innover en se libérant de toutes les contraintes, dans un premier temps, pour ensuite voir dans quelle mesure cette innovation pouvait effectivement s'appliquer sur le terrain avec les contraintes que ce terrain a. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup insisté lors de la première table ronde sur les compétences
développé et qui diffère un peu des autres compétences qui sont attendues dans des enseignements entre guillemets classiques proposés à l'école d'affaires publiques. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un focus là-dessus et est-ce que vous pourriez expliciter justement les compétences que vous avez pu développer pendant ce semestre au sein de l'incubateur? Juste, je vois dans la chat que Léa a évoqué aussi le fait que même les étudiants n'ayant pas encore présenté les projets, évidemment, sont les bienvenus pour répondre à ces questions-là. C'est pas le sens de l'échec. Alors peut-être, je vais peut-être compléter, répondre à cette question, Sandra. On a pas mal parlé de design. Moi, je voulais évoquer les opportunités du numérique aussi qu'on a pu découvrir pendant cette période au sein de l'incubateur des politiques publiques de Sciences Po, notamment le partenariat avec AWS qui nous a semblé hyper intéressant et qui a permis de réaliser pas mal de beaux projets. Moi, je pense qu'on a tendance à dire il y a trop de gens exclus du numérique, certains ne savent pas l'utiliser et donc ça nous force à avoir une certaine posture de statu quo. Et au contraire, je pense que ça devrait nous motiver à avoir une action très volontariste de formation, d'accompagnement, d'amplification du numérique pour permettre à tous, et notamment quand ça concerne les services publics, mais aussi la démocratie participative, d'accéder à ces opportunités du numérique en termes d'efficacité, de rapidité, de simplicité, d'accessibilité. Et donc ça, je pense que c'est une des compétences qu'on a pu découvrir, de pouvoir travailler avec des ingénieurs, développeurs spécialistes dans ce domaine. Donc nous, c'était Oussama côté AWS, mais je veux remercier aussi notre développeur au sein de Public Plus, Gauthier, qui lui n'est pas du tout issu d'une formation Sciences Po, mais qui a su vraiment prendre en main ces problématiques pour développer des choses utiles à l'intérêt général. Merci beaucoup. Je vois que le temps court très vite, donc peut-être juste une toute dernière question. Certains des groupes ont eu la chance de pouvoir travailler avec des étudiants de l'ENSI. Donc là, la question est plutôt sur qu'est-ce que vous en avez tiré de la rencontre et de la collaboration avec des étudiants issus d'autres disciplines. On vise à renforcer cette dynamique de transdisciplinarité dans les prochaines éditions du programme. Et on souhaiterait avoir votre retour réflexif sur cette approche-là. Et aussi le feedback des étudiants de l'ENSI qui ont travaillé en minorité en minorité en termes de nombre avec les étudiants de Sciences Po. Enfin, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir votre retour sur ce studio que vous avez pu suivre du coup de façon interdisciplinaire. Du coup, pour nous, c'était assez intéressant aussi d'être confronté à d'autres compétences et d'autres manières de voir les problèmes, notamment parce que nous, on est habitués à répondre à des problèmes par des projets et du coup à donner forme à des réponses. Et c'était intéressant ce travail d'acclimatation qu'il y avait au début sur notamment nous qui nous projetons tout de suite dans des formes, justement, des plateformes numériques, des objets, des choses, et les étudiants de Sciences Po qui étaient moins forcément dans cette logique-là. Puis du coup, il y avait vraiment ce travail d'acclimatation collective et qui était assez intéressant pour nous, et puis de l'expertise aussi qu'apportaient les étudiants de Sciences Po, puisque comme vous avez des connaissances plus techniques que nous sur les sujets qu'on abordait, c'était vraiment intéressant. Mais voilà, c'était vraiment enrichissant, et puis c'était intéressant aussi de suivre les cours que vous aviez sur le design, sur les méthodes de design, parce que ça nous fait regarder avec un regard réflexif des méthodes que nous, on a acquis par la pratique. Et donc, c'était intéressant de voir comment on synthétisait et on transmettait ces méthodes-là en peu de temps aussi. Pour rebondir sur ce que disait Samuel, le travail avec les étudiants de Sciences Po, il est très intéressant aussi par justement l'expertise et les connaissances de tout le mécanisme politique qui permettait aussi de recadrer le projet quand, en tout cas, moi personnellement en tant que designer, je pars dans des trucs complètement irréalistes et que du coup les connaissances aussi théoriques puissent recadrer et rendre vraiment le projet très, très tangible et réalisable dans
dans le contexte actuel, rien qu'au niveau légal. Voilà. Et aussi, bonjour, j'ajouterais en termes de réflexion, comme disait Samuel, on ne raisonne pas forcément avec les mêmes outils. Et par exemple, les étudiants de Sciences Po évoquaient plutôt des notes, des rapports, et nous, on n'est pas forcément habitués à ce vocabulaire. Et aussi, on a pu bénéficier du réseau, par exemple, pour rencontrer des experts pour discuter de notre projet. Et ça, on aurait peut-être été moins dans on n'aurait peut-être pas eu accès au même type de personnes sans leur présence. Merci beaucoup à vous tous. Je vous propose alors de rentrer dans le vif du sujet et de présenter votre proposition qui porte le nom de Les pistes de la démocratie, 3 scénarios pour explorer de nouvelles pistes démocratiques. Et il s'agit d'un projet qui a été fait en partenariat avec le collectif citoyen Démocratie ouverte. Donc, bonsoir tout le monde. Notre projet était autour de l'objet de la Convention citoyenne pour le climat. Rapidement, la Convention, c'est quoi? C'est 150 citoyennes tirées au sort qui se sont réunies sur plusieurs mois pour formuler des mesures protectrices de l'environnement tout en prenant en compte la justice sociale. Notre groupe de Sciences Po et l'ENSI s'est particulièrement penché sur l'expérience démocratique. On était en partenariat avec le CESE et Démocratie ouverte, notamment son cofondateur Armel Lecause. Par le biais des méthodes de design, on a problématisé notre projet autour de certains enjeux. La question de la légitimité des décisions, de l'émergence des sujets, de l'organisation des débats, etc. Surtout, on est parti du constat qu'il y avait une absence de cadre institutionnel pour la Convention citoyenne, tel que c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Les conséquences de cette absence de cadre institutionnel contribuent à discréditer cet exercice inédit de démocratie participative. On est donc parvenu à la problématique suivante: comment pourrait-on institutionnaliser les conventions citoyennes? Et à partir de ce travail de problématisation qui a duré plusieurs semaines, on a défini 4 grands axes de travail. Le premier axe de travail serait la institutionnalisation des conventions citoyennes d'une manière réaliste dans les cadres institutionnels français. Un exemple de cette institutionnalisation réaliste serait par exemple que le CESE deviendrait les conseils de participation citoyenne. On pourrait aussi laisser les choix à la Convention citoyenne de déclencher un référendum sur les mesures qu'elle a proposées. Ceci nécessiterait un changement constitutionnel, ce qui montre aussi les limites de notre approche juridique actuelle. Enfin, un autre axe de travail serait aussi de faire en sorte d'inclure les citoyens des zones grises en réfléchissant à des sources d'émergence des sujets, c'est-à-dire des citoyens qui n'ont pas forcément accès, par exemple, à des outils technologiques. Et c'est pour ça qu'on s'est proposé d'établir un format physique dans les propositions de débat, d'avoir un système de communication avec des influenceurs, comme c'est le cas dans les Nations Unies, ou établir une plateforme en ligne avec un site de pétition. Et grâce aussi à des entretiens qu'on a réalisés avec des politologues, on a fait émerger un 3e axe, celui de prendre en compte bien sûr le poids des différentes institutions. Donc, par exemple, sur la question de l'émergence des sujets avec le Conseil de la participation citoyenne et les citoyens qui pourront être la source de sujets pour créer une convention citoyenne, mais aussi le gouvernement qui pourrait imposer un sujet. Et donc, notre 4e axe, c'est aussi celui, bien sûr, d'utiliser des institutions déjà existantes. Donc là, par exemple, France Stratégie dans un mécanisme d'évaluation des mesures qui émergeraient des conventions citoyennes. Donc là, en fait, c'est pour vous donner des exemples, parce qu'à partir de ces réflexions, on est allé vers du design organisationnel. Donc, on a créé le prototype d'un site Internet, vous voyez ici.
dans lequel on a expliqué ces mécanismes institutionnels au sein de scénarios comme celui-là, scénario qu'on a d'ailleurs illustré à l'aide d'une vidéo qui retrace un peu le fonctionnement des conventions depuis leur mise en place jusqu'à l'élaboration d'une loi. Donc maintenant, on va passer justement sur ce prototype pour que vous puissiez le découvrir. Et Samuel va nous présenter notre deuxième piste de démocratie. En effet, ce premier travail dans le cadre des institutions actuelles de la Ve République nous a donné aussi envie d'aller sur un autre scénario qui s'émanciperait un peu du cadre institutionnel actuel et qui te permettrait de se projeter, d'explorer d'autres imaginaires politiques plus radicaux. Et on s'est intéressé du coup notamment à la notion et au concept des communs. Rapidement, c'est un concept qui trace une voie d'organisation de la société entre le public et le privé en proposant une gestion partagée des ressources entre celles et ceux qui en font l'usage par le biais de règles de gouvernance qu'on édicterait collectivement, et donc à plein d'échelles. On s'est donc projeté en 2041 dans une société qui serait réorganisée en une fédération des biorégions, c'est-à-dire des limites territoriales qui seraient dessinées non plus par des limites politiques, mais par des limites naturelles et de capacité d'autonomie énergétique et alimentaire. Et donc, pour présenter ce nouveau modèle territorial de manière plus concrète, on a écrit 4 scénarios qui mettent en scène ces différents composants. Et donc là, on est toujours en 2041 et cette société doit faire face à une nouvelle crise pandémique. Et donc là, par exemple, on a un premier scénario dans lequel, autour de l'espace public, dans lequel Fouad, un lycéen, doit réaliser un stage dans le commun local de son quartier et participer à son réaménagement. Et donc, par exemple, ce scénario nous permet de parler de ce qu'est un conseil citoyen ou encore d'évoquer le programme culture commun qui est suivi par tous les élèves. Et donc, il y a d'autres scénarios que je vous inviterai à lire plus tard qui permettent d'évoquer d'autres notions. Donc, il y en a un autre autour de la santé, un autour de la nature et enfin un autour de l'accueil. Nous avons ensuite exploré une troisième piste de démocratie, mais qui est un scénario beaucoup plus dystopique, où on imaginerait un agent intelligent un peu sur le modèle d'Alexa, que toutes les familles auraient en France et qui permettrait de faire émerger les sujets dont il faut débattre en assemblée entre citoyens à partir de l'écoute des discussions dans les foyers. Donc voilà, donc c'est un scénario qui pose beaucoup de questions éthiques ou même de protection des données, mais qui était tout de même intéressant pour nous à explorer au niveau de l'imaginaire. Pour conclure sur ce semestre et ce projet, on s'est déjà un peu avancé dans nos interventions juste avant, mais il y avait un vrai avantage à être une équipe pluridisciplinaire parce qu'on a énormément appris de nos différentes compétences. Donc ça a été un studio vraiment très riche. Et aussi, lors du semestre, nous avons rencontré des politologues, des experts. Donc, on a eu cette occasion et on a pu présenter notre travail à un groupe de chercheurs et chercheuses qui vient de publier une e-pétition demandant l'organisation d'une convention citoyenne sur le renouveau démocratique. Donc, le lien de cette e-pétition, elle est dans une tribune sur Libération qu'ils ont écrit, qui s'appelle « Le renouveau démocratique passera-t-il par l'Assemblée nationale ?» Et donc, on vous invite à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour cette riche présentation. Je propose donc de passer au dernier projet qui a été mis à l'honneur ce soir, qui est le projet Comparant D, développé en partenariat avec le groupe La Poste, qui a l'ambition d'optimiser les flux des marchandises en ville en répondant à des problématiques qui sont persistantes. J'arrive. Alors juste, j'ai un problème de partage d'écran. Je ne retrouve pas, enfin, il ne me propose pas de partager mon PowerPoint. Alors, je ne sais pas... Normalement, tu es en co-animatrice, donc tu devrais Oui, pouvoir voir la fonction partage d'écran.
Mais en fait, j'ai le partage de mon écran Internet, de Word et pas d'autre chose, alors que le PowerPoint est ouvert, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Tac, tac, tac. Ah, bah c'est bon, il est apparu. Bon, bah je suis désolée pour ce gag. Voilà. Est-ce que vous le voyez ou pas? Parce que du coup, là, je vois Très bien, c'est bon, on le voit. Ok, non, c'est pas ça. Là, c'est bon? On le voit, Marie. Ok, je suis un peu en panique, je suis vraiment désolée. Aucun souci. Alors, là, c'est bon? Vous voyez que je descends ou pas? Ok, super, je suis vraiment désolée. Donc, moi, je vais vous présenter le projet dit Comparandé, mais qui portait sur une logistique urbaine durable et décarbonée. Donc, ce projet a été fait en partenariat avec Urbi, qui est une start-up de La Poste. Et au départ, en fait, l'incubateur de politique publique nous avait demandé comment rendre durable et décarbonée la mobilité des marchandises dans les zones urbaines françaises, en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Donc, à la suite de notre immersion dans les locaux, chez Urbi, nous avons identifié plusieurs problématiques propres à la logistique urbaine, problématiques qui reposent pour l'essentiel sur ce qu'on a appelé le paradoxe du citoyen consommateur. Ce paradoxe, en fait, correspond à ce que le consommateur, ce que le consommateur exige, en tant que citoyen, il le refuse. Par exemple, le consommateur va vouloir, lorsqu'il fait une commande sur Internet, comme vous et moi, on veut être livré le plus vite possible, alors que quand on est citoyen, normalement, on a plutôt envie que nos actions n'atteignent pas trop l'environnement. Le lien entre ces deux extrémités, c'est que lorsque l'on veut être livré le plus vite possible, on a tendance à accroître les flux de logistique urbaine, vu qu'il y a plus de tensions, et donc ces flux de logistique urbaine engendrent de la pollution qui ont des conséquences environnementales et sociétales. Du coup, notre projet s'est concentré sur la question de savoir comment permettre aux acteurs locaux d'optimiser leur processus d'approvisionnement et de stockage en leur permettant de participer au renouveau des centres-villes dans une dynamique environnementale. Donc, pour répondre à ce problème, nous avons eu deux solutions. La première, plutôt innovante, il s'agissait de créer un comparateur des acteurs de la logistique urbaine, donc, que nous avons nommé Comparandé et dont vous avez le logo juste en dessous. Et l'autre solution, plutôt on va dire, moins innovante et plus classique, a consisté à rédiger un mémoire réglementaire à destination des autorités. Donc, je vais vous présenter l'application Comparandé qui a été développée avec les AWS. Donc, cette application a été voulue en étant très didactive parce que lorsqu'on était sur le terrain, on s'est rendu compte que les commerçants n'avaient pas forcément toujours un bon usage des outils technologiques, et alors qu'ils sont quand même les premiers dans la chaîne. Donc, tout simplement, l'utilisateur entre les informations, il compare les offres, il choisit en fonction de ce que lui donne le comparateur, et ensuite, il peut faire des remarques ou des suggestions. Tout cela, en fait, permet d'alimenter notre base de données, parce que les critères sur lesquels se base le comparateur, sont des critères environnementaux et économiques que l'on trouve notamment dans les bilans RSE des entreprises, mais aussi sur la satisfaction client. Et la satisfaction client est vraiment la plus-value de notre modèle, parce que ça permet vraiment de rendre le marché plus transparent. Donc, et cela me conduit à parler de notre deuxième outil, qui a été donc notre mémoire réglementaire, qui s'est axé autour de deux principales lignes directrices, à savoir comment augmenter la transparence des acteurs commerciaux, axe dans lequel nous avons fait deux propositions.
La première étant d'inciter les acteurs de la logistique urbaine à se faire recenser sur le comparandé, justement pour avoir l'outil le plus effectif possible et par conséquent avoir un marché le plus transparent possible. Et la deuxième proposition a été en fait d'obliger les acteurs marchands sur leur site internet de mentionner le titre, enfin la mention livraison offerte plutôt que livraison gratuite, parce que nous avons vu que en fait le fait de marquer livraison gratuite avait un signal négatif pour les consommateurs, puisqu'il signifiait que la livraison n'avait pas de coût vu qu'elle était gratuite, alors qu'en fait elle est offerte parce que la livraison, comme je l'ai dit, a des coûts environnementaux et sociaux. Donc, le deuxième axe a été de travailler sur la réglementation de la circulation des acteurs de la livraison urbaine. Et là encore, nous avons fait 2 propositions, à savoir autoriser les acteurs les plus vertueux à circuler de façon facilitée dans les villes, notamment en ayant des permissions plus aisées pour rouler en zone de faible émission, à faible émission. Et deuxième proposition qui a été d'harmoniser les horaires de livraison au sein des villes, au sein des villes et entre les villes, parce que nous avons remarqué qu'il y avait vraiment un manque de coordination de ce côté-là. Et du coup, il y a un manque d'optimisation des flux de livraison qui, là encore, sont très néfastes pour l'environnement parce qu'engendrent des pollutions absolument incroyables, sachant qu'il faut retenir aussi qu'une camionnette de livraison en ville est en moyenne à 80% vide. Donc là aussi, on peut faire des efforts sur l'optimisation. Donc tout ce projet vraiment a une visée très pratique et nous avons essayé de repenser donc, la logistique urbaine, mais plus encore, nous avons essayé de repenser les politiques de la ville. Comme les autres groupes, je vais quand même remercier Sciences Po, AWS, tous les acteurs, Yacine qui a été notre coach et aussi Urbi qui a pu nous permettre de mener à bien ce projet. Voilà. Merci beaucoup Marie. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat. Peut-être juste insister parce que ça me paraît assez important qu'il y a différentes facettes et déclinations et modes de concevoir aussi le design. Apolline de Où sont les dragons, que je remercie par d'ailleurs pour nous avoir accompagnés tout au long de la précédente édition de l'incubateur. Il existe aussi d'autres formes comme le legal design ou encore des formes plus prospectives. On a pu le voir dans le cadre du défi proposé en lien avec Démocratie ouverte. Juste un mot de remerciement à tous les participants, à tous les étudiants qui se sont autant impliqués dans la précédente édition. Un grand mot de bienvenue aussi aux prochaines étudiants et étudiantes qui vont participer au programme. Et je vous propose, donc c'est la première fois pour moi, je ne sais pas très bien comment on va se diviser en sous-salles. J'imagine que Léa pourra nous accompagner dans la démarche, mais je vous propose donc de se diviser dans des petites sous-salles et on pourra répondre à toutes vos questions. Ouais, merci beaucoup, merci à tous. Comme je disais au début, voilà, si on était dans la vraie vie, on aurait eu un moment de stand assez sympa pour découvrir voilà, plus en détail vos prototypes et pouvoir discuter autour. C'est pas facile de faire ça à 73. On est encore connecté à quasiment 21 h, donc merci aussi pour votre participation, parce que je sais que tout le monde passe beaucoup de temps sur Zoom. Donc, c'était ça aussi l'idée de faire ce format un peu dynamique et de passer maintenant sur des sous-salles. Donc, je vois qu'Yann est toujours là aussi. Peut-être que Yann, avant qu'on passe en sous-salle, vous vouliez dire aussi un mot de… Oui, juste avant de passer en sous-salle, déjà pour dire honnêtement, je crois que vous avez tous le droit à quand même un verre de champagne. Pour le moment, ce sera peut-être solitaire. Mais vraiment, on vous attend pour des temps un peu meilleurs pour célébrer l'ensemble des travaux et des projets que vous avez menés, et puis pour l'ensemble aussi des questions. J'ai vu vraiment dans le chat avec l'attention de l'ensemble des partenaires. Honnêtement,
vous avez quand même réalisé des choses extraordinaires. Nous, on se demande comment est-ce qu'on allait créer un cours sur l'innovation démocratique, mais je crois qu'on a trouvé les prochains enseignants hein, avec ce superbe projet. On se demandait comment vraiment rénover les maisons France Service. Je crois qu'on a trouvé la solution. On se demandait comment développer la participation citoyenne avec les élus locaux. On a trouvé à nouveau la solution. Et puis le dernier projet est aussi vraiment, les 2 derniers projets étaient aussi vraiment remarquables. Donc honnêtement, moi je dois dire, c'est vraiment un honneur de vous avoir eu pour cette édition. Et je remercie tous ceux qui vous ont accompagnés et on a vraiment hâte de voir aussi les prochaines étudiantes et étudiants de l'incubateur. Merci à tous. Merci beaucoup, Yann.